Donc bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment, à moins que vous soyez à la plage ou en montagne ou je ne sais où. Alors moi je suis pas encore en vacances, ça va pas tarder, j'attends les publications des résultats semestriels. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais depuis le mois de septembre dernier, eh bien j'ai la chance, même l'honneur de faire des présentations de valeur sur la chaîne de télé BFM Business. Donc une fois par semaine, je présente une valeur dans l'émission Tout pour investir, une émission qui est animée par Lorraine Goumeau. Donc là, c'est l'été, il y a une pause. Alors je ne sais pas si je vais rempiler en septembre. On verra. Alors depuis septembre, donc j'ai présenté 34 valeurs. Donc j'ai présenté des large cap, des mid cap et des small cap. Alors tous les titres que j'ai présentés, ils avaient en commun, et bien selon moi, donc de bons fondamentaux. Ils avaient une valorisation attractive, ils présentaient de bonnes perspectives, donc il y avait de la visibilité, il y avait parfois des catalyseurs à venir, il y avait des configurations aussi techniques intéressantes. En tous les cas, ce que je faisais, j'essayais de ne pas prendre des titres avec des configs techniques trop baissières et je faisais en sorte que les titres présentés, ils aient de bonnes probabilités de partir dans le bon sens, donc de partir à la hausse. Alors ça n'a pas toujours été le cas, vous allez voir ça. Bon, le bilan est largement positif, mais il faut aussi savoir que tous les titres que j'ai présentés, je les avais en portefeuille, sauf excepté 2 ou 3. Donc vraiment, je les jouais skin in the game. Et donc l'objet de cette vidéo, j'y viens, sera de faire un bilan de toutes ces présentations, de faire un bilan sur toutes les valeurs que j'ai pu présenter. Donc j'ai balayé les valeurs une à une, faire un update, faire rapidement un point fondamental et un point technique, donner mon avis sur chaque titre. Alors vous allez voir, il y a des titres sur lesquels ça a pas mal bougé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de faire ce bilan sur toutes les valeurs que j'ai pu présenter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc la liste des titres présentés, la voilà, elle est devant vous. Donc ça a commencé le 16 septembre. Au début c'était chaque lundi, après je suis passé le mercredi, donc chaque mercredi. Ça s'est arrêté, la dernière présentation s'est arrêtée le 2 juillet. Donc 34 présentations, donc je vais vous expliquer un peu le tableau là, comment je l'ai construit. Alors donc chaque semaine je devais présenter une idée. Alors entre nous, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, car présenter un titre quand tout baisse, c'est pas évident. Quand on a un CAC 40 qui perd 2%, qui est mal orienté avec de mauvaises macros, des droits de douane, etc., c'est pas forcément évident d'avoir des idées, d'avoir des bonnes idées. Donc là, dans ce cas-là, on essaie d'avoir des idées défensives. Mais en même temps, moi, ça m'intéressait pas de faire des recommandations sur des titres comme Total Energy ou Air Liquide. Je voulais pas non plus tomber dans la facilité. Alors voilà, je me suis pris parfois un peu la tête. Et puis en plus, ce que je ne voulais pas, c'est non plus, je ne voulais pas révéler mes meilleures idées. Voilà, j'ai des abonnés, des clients qui me rémunèrent pour ça. Et puis en plus, donc j'avais des titres que j'apprécie beaucoup. Donc je pense à des petites valeurs comme Adux, comme HF Company, comme Aiko, comme Mint là, qui se sont vraiment incroyablement réveillés en 2025. Ce sont des titres là qui étaient très peu valorisés, mais qui n'étaient pas assez liquides pour pouvoir les présenter sur BFM Business. Donc voilà, il y avait pas mal de contraintes, on va dire. Alors je reviens à mon tableau. Donc là, mon tableau, comment je l'ai construit? Donc là, première colonne, donc c'est les titres que j'ai présentés avec la date de présentation. Alors pour calculer la performance sur chaque valeur, ce que j'ai pris comme référence, j'ai pris comme cours de référence le cours d'ouverture du titre lors du jour de ma présentation, d'accord, et j'ai comparé avec le cours de bourse d'aujourd'hui en tenant compte du dividende qui avait été détaché. Par exemple, donc Sword Group, je l'ai présenté le 16 septembre. Le titre coté près de 36 €. Donc aujourd'hui, il cote 37,45. Donc avec le dividende, il coterait 39,45. Donc la perf est de 9,7%, sachant que le titre est quand même repassé par les 31 ou 32 €. Donc voilà les performances pour chaque valeur. Par exemple sur Guillemot, là on voit que le titre est en baisse de 22%, mais le jour où j'ai recommandé Guillemot, après le titre, en fait j'avais recommandé le titre Guillemot suite à la publication de ses résultats semestriels. Donc on avait une belle recovery, on avait une faible valorisation, donc le titre m'apparaissait, je trouvais qu'il avait encore du potentiel. Donc le titre a poussé jusqu'à 8 €, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai vendu tout au long de la progression du titre. Donc après on a eu un T3 qui a été décevant, donc là j'ai un peu encore allégé. Et puis en fait il me restait une toute petite ligne
Donc on va regarder le graphique tout à l'heure. Il me restait une toute petite ligne que j'avais conservée avant le T4. Et puis lors du T4, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, on a eu un mauvais T4. Et là, le titre a perdu 15 ou 20%. En plus, les perspectives pour l'exercice d'après, donc l'exercice 2025, n'étaient pas terribles. Donc là, le titre depuis est retombé. Mais en fait, là, le titre est retombé depuis ma présentation. Mais moi, j'avais vraiment corrigé le tir très rapidement. Dès le mois de janvier, j'étais plus du tout à l'achat sur le titre. Mais malheureusement, c'est vrai que j'avais recommandé ce titre. Mais c'est un peu le piège des recommandations. Il faut toujours un peu contextualiser, puisqu'on peut on peut être à fond, on peut être bullish sur un titre un jour J. Si 2 mois après, eh bien, on a un profit warning, donc on a la société qui revient un peu sur ce qu'elle a dit, ou alors elle annonce de mauvaises nouvelles, eh bien là, la recommandation que j'ai pu faire 3 ou 4 mois précédemment, eh bien, elle ne tient plus. Et donc, c'est ce qui est arrivé sur Guillemot. Donc, je vais refaire le point donc très rapidement sur tous les titres que j'ai pu recommander. Donc, par exemple, ce que je pouvais aussi dire, c'est que sur le titre Théon, ou même sur le titre Exosens, donc ou Exosens, voilà le titre, moi j'en avais à 23,6, donc j'ai fait des gros trades dessus, etc., jusqu'à 30-35 sur de bonnes positions, donc j'ai fait de belles plus-values. Mais par contre, je n'ai pas conservé jusqu'à 41 €. Donc là, ces performances, elles sont à titre indicatif. Elles ne reflètent pas exactement ce que j'ai pu faire sur les titres. Par exemple, je n'ai pas fait une perte de 72% sur Exosens. Alors, j'ai peut-être fait 35 ou 40%, plus après pas mal de trades de 2-3% dessus. Mais par contre, voilà, d'ailleurs, je n'ai plus d'Exosens. Donc voilà, c'est toutes les performances donc, de chaque valeur ne reflètent pas exactement moi ce que j'ai pu faire sur ces valeurs. Que dire de plus? Donc là, on voit qu'il y a eu 34 présentations. Donc il y a eu 26 recours, 26 présentations, enfin 26 titres qui sont dans le vert donc aujourd'hui, donc 8 qui sont perdantes. Donc je vais commenter toutes ces valeurs, à savoir ce que je pense de toutes les valeurs là que j'ai pu présenter. Eh bien les premières donc en septembre et voire les dernières en juillet. Et donc voilà, le but c'est de faire un petit update fondamental, voire technique. Alors je vais pas vous montrer tous les graphiques. Donc ce que je voulais aussi rajouter, c'est que voilà, j'ai eu beaucoup de réussite, c'est vrai. Donc j'ai fait des très très belles performances, mais il faut pas non plus s'enflammer. J'ai eu de la réussite parce que le marché a été porteur, que ce soit sur les small caps, sur les mid caps. Il y a eu des secteurs aussi qui se sont bien distingués. Si j'avais fait le même exercice de présentation sur BFM Business, par exemple en 2022, eh bien là, je pense que je n'aurais pas du tout fait cette performance. Donc ça dépend aussi vraiment des périodes. Il y a des périodes qui sont porteuses et puis il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile, surtout quand on fait ce genre de présentation. Donc là, je viens de trier les titres par performance. Donc les titres qui vont se distinguer, eh bien, ce sont les valeurs du secteur de la défense, dont Théon, 124%. Après, on trouve Lumibird. Alors, Lumibird, je l'ai présenté 2 fois, donc j'avais 2 arguments. Je vais y revenir parce qu'en plus, je suis encore positif sur Lumibird. Là, on est sur une société un peu comme Technip Energy, donc plus 68. Indra Systemas, c'est le secteur de la défense, donc je l'ai encore en portefeuille, puisque en fait, c'est peu valorisé, plus 57. Donc vraiment, les valeurs qui se sont distinguées, ce sont les valeurs de la défense et aussi les titres value, comme Séché Environnement, qui capitalisait, en fait, qui se payait sur un PER autour des 10-11. Il y avait aussi Vielle et compagnie, avec plus qui assure un rendement autour des 4%. Vicat, le cimentier. Donc voilà, en plus 2025, eh bien, c'est un peu l'année du value, des valeurs un peu défensives, et c'est l'année donc de la performance du retour, l'année du retour des titres value, donc comme Vicat, comme Esso. Donc le coût du dividende de 53 €. Donc justement, je l'avais annoncé sur BFM Business. Donc là, il fallait vraiment que je compte ce dividende de 53 € a été détaché. Là, aujourd'hui, le cours de bourse est de 106 €. Lorsque j'ai présenté le titre, il était à 124. Donc aujourd'hui, 106 €. Là, il est bien impératif. Il est vraiment essentiel de comptabiliser donc ce dividende, puisqu'autrement ma performance aurait été négative, elle n'aurait pas pris en compte le dividende de 53 € qui a été détaché. Donc GTT, donc tout le monde la connaît, Voyageurs du Monde. Par exemple, pour la petite histoire, Voyageurs du Monde, c'est pour vous dire où parfois on se prend un peu la tête, c'est que Voyageurs du Monde,
Eh bien, c'est un titre que j'avais prévu de présenter et enfin c'était donc mes présentations avaient lieu le mercredi et je vois que le mardi, eh bien il y a des bombes, enfin il y a des affrontements qui débutent entre l'Inde et le Pakistan et je me dis mais attends ça c'était la nuit entre la nuit de mardi à mercredi, mais attends je me dis c'est pas bon du tout pour l'activité de Voyageurs du Monde s'il y a encore une nouvelle guerre entre l'Inde et le Pakistan. Donc mon idée Voyageurs du Monde, j'ai dû la revoir. Donc à 3 heures du matin, eh bien j'étais en train de réfléchir à une nouvelle idée. Donc Heidelberg, alors pour le coup Heidelberg, donc un cimentier allemand, c'est un des plus gros cimentiers au monde. Pour le coup, c'est une des seules valeurs que j'ai jamais eu en portefeuille. J'ai voulu l'avoir et puis après, j'ai couru après. Et puis j'avais Vicat en portefeuille. Donc voilà, Campine aussi. Alors Campine, ça c'est un de mes grands regrets. Donc une société donc dans le recyclage. Enfin voilà, bon, on va revenir sur toutes les valeurs une à une. Donc voilà pour les performances positives. Et puis après, il y a eu des performances négatives. Alors performances négatives sur Zoom. Donc Zoom, c'est le logiciel là, que tout le monde utilisait là, pendant le Covid, etc. Donc ça reste pas mal. Sodexo, alors Sodexo, c'est un titre que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc le titre est parti. Le titre avait un peu rassuré lors de son T3. Le titre avait un petit peu rebondi. Puis là, il est retombé. Donc je suis repassé dans le rouge et à titre perso. Eh bien, donc j'ai allégé ma pause. Alors j'ai toujours une ligne de Sodexo, mais on voit quand même que le titre a du mal à se redresser, à rebondir. Et là, vous voyez, regardez, alors ça j'ai présenté le titre le 2 juillet, donc et en fait, en fonction de la config, alors de toute façon dans ma présentation du 2 juillet, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, il fallait pas casser les 50 € en clôture. Ipsos, voilà, j'ai pas tout vous expliquer, mais Ipsos en tous les cas. C'est dans le rouge, alors j'aime bien cette valeur, mais bon, elle va présenter son résultat semestriel la semaine prochaine, dont je n'ai plus de Ipsos. Je pense qu'il faut faire attention, étant donné qu'on a pas mal de mauvaises nouvelles, pas mal de profit warning. Donc Infotel, je suis dans le rouge, mais je continue d'être positif. Voilà, et donc la plus mauvaise perf. Alors c'est paradoxal là aussi, parce que la plus mauvaise perf, c'est sur Claranova. Alors la plus mauvaise perf par rapport au par rapport au titre que j'ai pu présenter, parce qu'en fait Claranova, moi c'est un titre que je suis en 2025 depuis les 2 €, 2,20 €. À partir du moment où la société a annoncé qu'ils allaient céder Planète Art, et bien là, j'ai beaucoup tradé le titre, j'ai acheté le titre, je l'ai porté, j'ai fait du moyen terme, j'ai tout fait. Et le titre est allé à 3 € et à 3 €, ce que je pensais, c'est que le titre avait encore du potentiel. Donc j'avais fait de belles plus-values. C'est un des titres qui m'a rapporté plus que l'Arnova en 2025. Et lorsque j'ai présenté le titre, le titre et le cours de bourse était à 3,17 € et je pensais qu'il y avait encore pas mal de potentiel. Même de toute façon, j'ai expliqué pourquoi dans quelques minutes. Mais malgré tout, donc à 3,17, le titre avait encore du potentiel, mais ça n'a pas empêché le titre de retomber. Et donc cette perte de moins 24 sur Claranova ne reflète pas exactement ce que j'ai pu faire sur Claranova, même si j'avais fait des belles plus-values dessus donc en tout début d'année, parce que le titre, je vous dis, est passé de 2 € à 3 €. Là, j'ai perdu un peu de mes gains lorsque le titre est passé de 3,17 à 2,40. Bon, je suis encore largement positif dessus, alors que le tableau nous indique que je suis à moins 24. Par contre, MGI, là, MGI, je suis toujours dans le rouge. Et là, pour le coup, je n'ai rien fait. Et là, là, je suis un peu plus dubitatif sur l'exercice 2025. Donc, voilà, je vais revenir, je vais refaire le point sur toutes les valeurs. Donc on va commencer par Théon. Donc Théon, c'est les champions de la vision nocturne, donc dans le domaine militaire et civil. Donc grosse perf du titre, donc beaucoup de prises de commandes, une commande qui a explosé, des résultats en très forte hausse. Mais je trouve que le titre maintenant est très très bien valorisé. Alors s'ils ont encore des prises de commandes qui arrivent, eh bien là pourquoi pas. Mais là je trouve qu'au niveau actuel, au niveau de toutes les news qu'on a entre les mains, je trouve que c'est bien valorisé parce que ça doit se payer sur des PR autour des 40-50. Et aussi d'un point de vue technique, eh bien là on voit qu'on a un double top. Alors pourquoi pas acheter sur zone de support? Alors déjà fondamentalement, je trouve que c'est bien valorisé. Alors bien sûr, si demain Théon signe de nouveaux contrats qui nécessitent une revalorisation de la société, là peut-être que je reverrai mon jugement. Dans tous les cas, aujourd'hui, je trouve que le titre est très bien valorisé. Alors après, on peut le trader. Et puis là, le trader à l'achat, au-dessus, si on peut acheter en bas du range ici, voir si on casse à un nouveau plus haut. On notera quand même donc cette zone de double top. Donc voilà pour Théon. Donc les deux sociétés Exosens et Théon donc travaillent ensemble.
elles travaillent ensemble. Donc là, c'est à peu près le même topo que sur Théon. Même si Exosens finalement a pris moins de commandes que Théon. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'Exosens relève ses perspectives. Alors, on est sur des taux de croissance autour des 25-30%, idem au niveau de l'EBITDA. Donc, c'est pas mal. Donc, ça, c'est des perspectives qui ont été affichées il y a quelques mois maintenant. Pour que le titre se relance, qu'il fasse de nouveau plus haut, il faudrait qu'il prenne des nouvelles commandes. Et là, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, je trouve, surtout comparé à Théon. Et donc, là, fondamentalement, moi, je serais plutôt à l'écart. Je trouve que c'est bien valorisé. Bien sûr, c'est dans les commandes qui arrivent, là peut-être que je repasserai à l'achat. Et après, d'un point de vue technique, là regardez, on a des zones de support ici. Donc pourquoi pas trader le titre là, s'il revenait sur la zone de support, voir un peu déjà comment le titre se comporte sur la zone de support. Et puis éventuellement, donc s'il y a une esquisse de rebond, prendre le titre pendant le rebond, durant le rebond. Mais là, fondamentalement, je ne suis plus à l'achat sur le titre Exosens. Alors ma chouchoute Limibird, alors chouchoute, c'est parce que c'est un titre vraiment bien performant en 2025, c'est un des titres qui qui m'a rapporté le plus avec ESSO. Donc on a une perf de combien 100... Non, je m'emballe un peu, 71%. Alors, c'est un titre donc que je continue de suivre. Pourquoi? Parce que donc moi, à la base, ma thèse d'investissement, c'était de viser la cession de la division médicale. Mais ce qu'on avait oublié de prendre en compte, d'ailleurs moi je l'ai pris en compte par la suite au début du mois de janvier, c'est que la société en fait était présente, développait des lasers dans le secteur de la défense. Donc la société maintenant le marché avait oublié qu'elle était étiquetée, elle appartenait aussi au secteur de la défense et le titre a été redécouvert par les investisseurs. Donc nous avec nos abonnés vraiment on a fait de bonnes perfs sur Lumibird. Et là même quand on regarde la valorisation, donc là ça doit se payer PER autour des 18-20. Mais parce qu'en plus donc la société avait quand même pas mal souffert depuis pas mal de temps, panne de croissance, panne de rentabilité, et là vraiment ce qui se passe dans le secteur de la défense, c'est en train de relancer la société. Donc ils ont décroché des contrats avec Rheinmetall, avec des pays nordiques. Donc le laser militaire ça repart fort. Et aussi, pourquoi j'apprécie beaucoup Limibird. Donc là, aujourd'hui, ça doit se payer autour d'un PER autour des 25, quelque chose comme ça. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, donc on est sur une valeur de croissance. Ils ont décroché des contrats, je le rappelle. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est aussi l'éventuelle cession de la division médicale qui pourrait rapporter entre 250 et 300 millions d'euros. Et donc aujourd'hui, on est sur une CAPI de 420, donc imaginons qu'ils arrivent à retrouver un niveau de rentabilité autour des 15 millions. Donc ça veut dire que ça se paye sur un PER autour des 25. Mais je vous dis, voilà, s'ils vendent la division médicale pour 250-300 millions, il y aura encore un gros impact sur le titre Lumibird. Donc c'est un titre que j'ai beaucoup allégé autour des 20 euros. Donc là, j'ai encore une ligne. Mais là, j'avais vraiment une bonne ligne il y a encore quelques semaines. J'avais regardé lorsque le titre, j'avais fait pas mal d'articles ici. Je trouvais que malgré la hausse du titre, je trouvais qu'il était encore peu valorisé, etc., etc. Et je vous dis donc s'il cède la division médicale pour 250-300 millions, le titre aura encore du grain à moudre, il y aura encore du potentiel. Et puis en plus, donc je vous dis, même si on prend sans la cession de la division médicale, la société est tout à fait capable, surtout qu'en plus ils ont sorti un bon deuxième semestre 2024, donc ça je l'ai pu le voir lorsque la société a dévoilé ses résultats annuels, donc c'était en mars 2025, donc vraiment une belle fin d'année, un T1 en croissance, des contrats dans le secteur de la défense, toujours une possible cession de la division médicale, tout ça fait que je suis encore positif sur la valeur Lumibird. Alors après, ce que j'aimerais bien, c'est que par exemple le titre revienne ici, qu'il revienne combler le gap ici. Alors ici, franchement, j'y croyais, mais bon, on est sur de rien bourse, voilà. Ou alors peut-être que si on casse le dernier plus haut, peut-être que je vais trader le titre. Mais moi, j'ai vraiment, là, je trouvais qu'il y avait des excès haussiers parce que là, ils ont lancé un contrat
Il y a eu une news qui a fait que le titre a bien grimpé. Je trouvais que c'était un peu excessif. Donc moi, j'en ai profité pour alléger à 85%, quelque chose comme ça. Mais là, maintenant, je surveille le titre de près, puisque voilà, je suis très positif, mais j'attends vraiment d'avoir un point d'entrée très intéressant donc sur le titre Lumibird. Donc Lumibird, malgré son parcours, je trouve qu'il y a encore du potentiel. Donc voilà, un titre à suivre. Alors Indra Sistemas, donc ça c'est le Thales espagnol. Donc moi j'ai des titres, j'ai rien vendu depuis. Alors en plus moi le titre, je l'ai présenté à 24, mais j'ai pris des titres je crois à 18 et 20. Donc j'ai fait une belle perte dessus. Je suis toujours dessus, j'ai rien allégé. Donc là, pourquoi je vends pas? Parce qu'en fait, par rapport à Thales, donc c'est un peu le Thales espagnol, par rapport à Thales qui se paye sur des PR autour des 40, je trouve que ça reste encore modérément valorisé par rapport au secteur de la défense. Ça doit se payer sur un PER autour des 20. Donc là, je suis sur le site d'Own Bourse. Là, ce sont des PER indicatifs. Je rappelle, par exemple, s'il y a une société qui fait un profit warning, là, ce PER ne va pas bouger. Donc, ça veut dire qu'il peut être faux. Donc, vraiment, il faut utiliser ces PER vraiment avec parcimonie. Et je vous conseille fortement de faire vos calculs. Donc, c'est un peu plus fastidieux de faire vos calculs vous-même. En tous les cas, voilà, c'est pas très cher. Ça se paye donc PER en dessous des 20. C'est vraiment le cas. Je ne vais pas vous refaire le détail par rapport aux dernières présentations. Mais non, plus techniquement parlant, regardez, là on peut encore aller plus haut. Et puis voilà, comparé à Thales, alors Thales est un des leaders, donc voilà, il y a une prime, ça mérite une prime. Mais Indra Sistemas, on voit que le titre ne veut pas baisser. Donc là, on aurait même une idée de trade si on allait casser cette zone de résistance qui est indiquée ici à 39,32. Donc il faudrait que je vérifie par moi-même. Donc je suis encore positif sur Indra Sistemas. Alors par contre, idéalement, ça serait bien que le titre revienne ici, voire ici, mais en tous les cas, le titre, je trouve, n'apparaît pas encore trop cher pour le secteur de la défense. Alors, belle perf aussi sur Séché Environnement. Alors, c'est un titre là, c'est vrai que quand j'ai parlé de ce titre, le titre était baissier, enfin c'était, par là quoi, le titre était, non, je crois qu'il venait de publier leur résultat semestriel, avait une publication rassurante. Et en fait, après, le titre s'est repris. Et donc, le titre, voilà, il se payait. Il y avait vraiment eu une forte correction qui m'avait paru excessive. Donc, j'en avais parlé justement dans ma présentation sur BFM Business. C'était vraiment excessif. Je trouve la baisse qu'on avait eue sur Séché Environnement. Mais en plus, on nous parlait à cette époque-là de droits de douane, etc. Droits de douane ou pas, eh bien, Séché Environnement, c'est la collecte de déchets, etc. Donc, on aura toujours besoin de Séché Environnement. Donc, moi, ce qui m'avait plu, c'était le côté défensif, le côté Séché Environnement, on va dire, est assez insensible à la conjoncture. Et donc, le titre, pareil. Alors là, pour le coup, je n'ai plus de titre. J'ai vendu mes derniers titres, je crois, c'est sous les 100 €, quelque chose comme ça. Je n'ai plus de titre. En plus, c'est pas encore très très cher, mais idéalement, ça serait que le titre voilà, consolide un petit peu. Là, regardez, là, on a une belle oblique. Si on revenait sur les 94, peut-être que je pourrais revenir dessus. Mais il n'est pas encore excessivement cher, puisque moi j'ai connu un Séché Environnement, ça se payait sur des PER autour des 18-20, quelque chose comme ça. Là, ça se paye, ça se payait quand j'ai présenté le titre, c'était sur du 10 ou 11, ce qui était complètement hallucinant. Mais parfois le marché vend, le marché fait des erreurs, et c'est à nous justement de corriger les excès du marché, de trouver les valeurs qui apparaissent vraiment excessivement sanctionnées, ou qui sont injustement vendus par le marché. Donc là, vraiment, Séché Environnement, le marché, j'ai trouvé qu'il s'était trompé, et moi j'en ai profité, j'ai trouvé qu'il n'était pas très efficient. Et puis après, je dirais que j'ai eu pas mal de réussites. Et puis en plus, c'est vrai, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'on parlait beaucoup des droits de douane là, durant de partir de avril, début avril, jusqu'encore aujourd'hui. Donc ce que j'ai essayé de trouver, c'est des titres qui étaient vraiment imperméables à ces histoires de droits de douane. Donc vraiment se focaliser sur des titres qui ont une activité en Europe, voire en France, qui sont complètement insensibles aux droits de douane. Donc Séché Environnement, c'est pas très cher. Après, ce que j'aimerais bien, c'est que le titre redonne un peu de terrain.
pour que ça soit encore moins cher. Et puis après, c'est vrai, quand je vois la config, là, bon, je me dis qu'il faut un petit peu attendre. Alors, on va voir, peut-être que là, sur ces niveaux, ça va peut-être se stabiliser et rebondir. Mais voilà, je suis toujours positif, je n'ai plus de titres. Mais voilà, je trouve qu'il y a encore du potentiel, mais je pense que le titre a peut-être un besoin un peu de souffler. Donc voilà pour la partie Séché Environnement. Viel et compagnie. Alors Viel et compagnie, c'est une société que je suis depuis des années. Alors pareil, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un titre qui prenne 45%. Alors toute la présentation que j'ai pu faire, hein, elle est toujours valable. Après le titre, je trouve que maintenant, il a toujours été décoté par rapport à la valeur de ses actifs, etc. Mais là, maintenant, je trouve que la décote n'a jamais été aussi faible. Je crois que j'avais parlé d'une valeur de tous les actifs autour des 21 €. Avant, on avait des décotes vraiment plus importantes sur Viel et compagnie. Donc c'est un titre de qualité, mais là aussi je trouve que le titre a plutôt bien grimpé. Donc c'est compliqué, je trouve, d'être à l'achat ferme là aujourd'hui sur Viel et compagnie. Mais si on avait un petit trou d'air sur Viel et compagnie, eh bien voilà, je reviendrai sur le titre Viel et compagnie. Vraiment une très très belle valeur. Donc 2025, retour de la value, retour des cimentiers. Donc tous les cimentiers qui ont performé. Vicat a performé alors que le T1 était un peu décevant. Je trouve que c'est maintenant, ça doit se payer sur des paires autour des 12. Donc j'attends de voir un peu la publication là, des résultats semestriels qui va tomber. En tous les cas, voilà, c'est une belle valeur. Là, on voit que le titre un peu, là, il est en train un peu de plafonner. Donc j'attends de voir la publication des résultats semestriels pour me faire un nouvel avis sur le titre Vicat. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle valeur value, hein, une belle, bien diversifiée d'un point de vue géographique avec son activité de cimentier. Alors Esso, je ne vais pas m'étendre, hein, j'ai pas mal communiqué sur mon compte Twitter, mon compte X, quand il y a eu une OPA à 139, ce que j'expliquais, c'est que l'OPA c'était grand n'importe quoi. Le titre maintenant est à 155, donc il est au-dessus de l'OPA. Donc je trouve qu'à mon avis, maintenant il y a quand même peu de potentiel. On a, je crois, au niveau des capitaux propres, on doit autour des 180. Après, là, en fait, sans le dividende, le titre serait à 159. Je rappelle qu'il y a une OPA à 139. Donc à court terme, j'ai l'impression qu'il y a peu de potentiel. Après, si le titre revenait un peu à baisser, peut-être que... Alors j'ai encore des titres, hein, j'ai encore... il me reste autour des 12 000 €, quelque chose comme ça. J'ai une toute petite ligne qui me reste, alors que j'ai pas mal allégé lors du dividende. Alors, on a eu un dividende qui a été détaché, le titre a pris 10%. Alors la perf, hein, donc ça ne tient pas compte du détachement du dividende, mais en fait le titre a pris 10% le jour du détachement. Donc là, à ce moment-là, j'ai encore vendu. Donc vraiment un titre qui va quitter la cote. Même si on a un rehaussement du prix de l'OPA, ça va prendre du temps. C'est vrai que l'OPA, c'est un peu du vol à 139 €. Donc il y a pas mal de fonds qui contestent le prix de l'OPA. Je rappelle que le cours de l'OPA n'est pas définitif. Ça va dépendre aussi de la valeur des stocks pétroliers. Ça va dépendre de l'évolution de la valeur des stocks pétroliers que détient Esso. Si ces stocks ont pris de la valeur d'ici la fin d'année, eh bien on pourrait avoir un cours de l'OPA qui pourrait être rehaussé. Mais malgré tout, hein, on a un titre. Hein, je pense qu'il y a peut-être aller au mieux. Hein, dans le meilleur des cas, il y a peut-être 20% encore à gratter. Mais ça voudrait dire qu'en fait, on aura encore une offre relevée, quelque chose comme ça. Et puis ça va prendre du temps puisque l'OPA définitive, hein, ça sera au T1 2026. Mais en tous les cas, c'est un titre que je vais suivre de près. Mais bon, vraiment le plus gros de la hausse a été fait. Vraiment une très très belle aventure, hein, sur le titre Esso. Un titre, hein, que j'avais commencé à présenter, je crois, sur les 20-30 € sur YouTube. Donc voilà, après voilà, pour ceux qui veulent être, je referai des petites updates assez régulièrement sur mon compte Twitter, mais je pense vraiment avoir tout dit sur le titre Esso GTT. Donc beau parcours de la société GTT avec un carnet de commandes qui donne de la visibilité jusqu'à 2028, un dividende aussi copieux. Vraiment une très belle société, peut-être qui finira par intégrer le CAC 40. On va regarder la config. Alors je suis plus à l'achat ferme dessus, mais voilà, si le titre revenait un peu, on va dire respirer, alors je pourrais être à l'achat par exemple d'un point de vue trading au-dessus des 171 par exemple, vous voyez.
Mais là, idéalement, ce qui serait bien, c'est que le titre redonne un peu de terrain. Mais voilà, plutôt, je la vois plutôt comme une belle valeur de trading. Et voilà, je suis à l'affût sur un éventuel coup de mou du titre. Mais bon, ça reste une belle valeur. Et bon, si on a, normalement, on peut même dire que si la société continue d'enchaîner les contrats, etc., eh bien, on devra même avoir un cours de bourse qui sera plus élevé en 2026, mais on verra, puisque bon, on n'est jamais sûr de rien en bourse. Alors, j'ai pas refait les PER là, ça fait longtemps que j'ai pas refait une mise à jour là sur le titre. On va dire, c'est quand même assez bien valorisé. Mais je suis curieux de voir les prochaines publications. Peut-être que lors des prochaines publications, peut-être que je changerai d'avis, je repasserai à l'achat ferme. Parce que aussi, voilà, ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, nous sommes le 17 juillet, il y a beaucoup de publications de résultats semestriels qui vont tomber, ça va être très important pour la suite et ça va être important pour savoir si on peut se projeter, si on peut avoir des cours de bourse beaucoup plus élevés, voir si on aura des fins d'année intéressantes pour les sociétés donc qui vont dévoiler leurs perspectives. Là vraiment on arrive à une époque charnière, la publication des résultats semestriels, puisqu'en fait on va voir la rentabilité passée et aussi donc les perspectives sur la deuxième partie d'année, voir si les sociétés revoient pas à la baisse leurs perspectives, voir si peut-être qu'elles vont rehausser leurs perspectives. Donc voilà, il va falloir faire un peu un reset de tout ce qu'on vient de voir depuis le début de l'année, de faire un reset à l'occasion des résultats semestriels et après de refaire le point à la suite donc de ces publications, puisque voilà, je pense qu'il y a des sociétés qui vont annoncer des profit warnings. On a pu le voir aujourd'hui, Publicis. Alors attention, Publicis, je ne l'ai pas du tout présenté sur BFM Business, mais Publicis par exemple a rehaussé ses perspectives, le titre est ouvert à plus 4 et il a fini à moins 6. Donc voilà, là, il y a des résultats là qui vont tomber. Il faut vraiment être vigilant et attention donc aux titres qui vont décevoir. Donc là, je suis en mode spectateur, c'est une très belle valeur et j'attends de voir ce que va nous réserver donc la société GTT. Au niveau donc Voyageurs du Monde, alors Voyageurs du Monde, c'est pas très cher, donc j'avais des titres. Et donc j'ai revendu un peu tôt, mais là il faut suivre bien la cassure des 180. Après là, le premier semestre, on verra ce que va nous annoncer donc Voyageurs du Monde. Donc ils annonçaient de la croissance, etc. On était sur une valorisation modérée. Il y a une trésorerie qui est abondante chez Voyageurs du Monde. Donc là aussi j'attendrai un peu. Heidelberg, ça se paye sur un PER de 16 et pour un cimentier c'est quand même assez élevé. Donc là pareil, je l'aurais plutôt comme une valeur de trading et moi je préfère plutôt on va dire V4, mais avec Heidelberg on est en face d'un leader mondial du ciment. Donc ça mérite une petite prime de valorisation. Alors Campin, c'est un titre qui m'a complètement échappé. Donc sa cote au fixing, c'est un peu chiant, c'est un titre belge. Ils sont spécialisés dans l'antimoine, etc. Je vous renvoie à mes présentations donc sur BFM. Donc là, ça reste pas très cher. Après, c'est le type de. Alors le titre vient de faire un parcours assez incroyable. En plus, sa cote au fixing, donc c'est pas toujours facile d'essayer de trouver des trous d'air sur le titre. En tous les cas, ça reste pas très cher. Est-ce que je serai encore à l'achat ferme sur le titre Campin? Je dirais non, mais là encore, je vais suivre le titre. Si on avait donc suivre le titre, suivre les publications et éventuellement rentrer sur le titre si on avait un petit trou d'air. Mais c'est vrai que ce titre Campin, est-ce que je le présenterai le titre de demain par exemple? Eh bien, je ne crois pas. Là, il vient de prendre encore 25%, 30% en ligne droite. Donc un beau parcours. Quand j'avais présenté le titre Campin, il se payait sur un PER, alors selon mes estimations, entre 6,5 et 7. Maintenant, on est autour des 9. Donc ça me semble assez bien valorisé, mais à suivre de près donc les futures publications de Campin, étant donné que les dernières publications ont été vraiment assez explosives. Je crois que la publication des résultats semestriels ils ont dégagé sur un semestre autant que sur l'exercice de l'année précédente. Quand je parlais du retour de la value, Électricité de Strasbourg, on est vraiment le symbole. C'est une société que personne ne suivait. J'ai fait des vidéos donc sur ma chaîne sur Électricité de Strasbourg. Donc on savait que les résultats annuels allaient vraiment être records. Donc ils ont été records. Donc il y a eu un dividende aussi record.
Donc maintenant, le titre a un peu du mal. Donc la société s'apprête à... Donc j'ai fait une belle perte dessus là aussi. La société s'apprête à publier ses résultats semestriels. Et c'est vrai que par contre, ce qui me chiffonnait un peu, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas moyen de faire des estimations sur les résultats semestriels. Bon, en tous les cas, voilà, c'est une belle valeur. Il y a un attrait spéculatif. Hein. Je vous renvoie vraiment à ma vidéo sur YouTube, hein, puisque je rappelais qu'il y a eu une transaction sur l'électricité de Strasbourg il y a plusieurs années. Donc il s'était fait à l'époque à 150 €, sauf que le cours qu'aujourd'hui l'électricité de Strasbourg, eh bien c'est 3 fois plus gros que l'époque. Hein. Donc voilà, je vous renvoie à ma vidéo hein, sur électricité de Strasbourg qui est sur YouTube. Et donc la société publiera ses résultats semestriels. Et là, ce qui me dérange un peu, c'est que je suis incapable de faire des prévisions. Alors je sais que les résultats seront pas mal, mais après, c'est vrai qu'on sort de résultats semestriels de 2024 qui étaient vraiment exceptionnels. Des résultats 2025 ont été exceptionnels. Et je pense que ça va être compliqué de faire mieux que l'exercice 2024 pour électricité de Strasbourg. Donc à suivre de près, puisqu'en plus, je vous dis, il y a le très spéculatif avec EDF, qui est actionnaire majoritaire donc de l'électricité de Strasbourg. Alors Figeac Aéro, alors bien sûr, donc c'est l'aéronautique, donc ils chopent pas mal de commandes, ils profitent aussi donc du secteur de la défense. Donc c'est une recommandation qui a été faite il n'y a pas si longtemps. Donc on était à l'époque, je crois, autour des 10 €. Maintenant on est, on va voir, on est 10% plus haut, je regarde, ah non 18%, non, alors en fait je l'ai fait à 9,30, on est maintenant à 11 €, j'avais fait des ratios au niveau VE EBITDA, j'expliquais qu'on avait des potentiels de 30, enfin que c'était autour des 14-15 €, donc là aussi un titre qui a un beau parcours, alors je n'ai plus de titre, voilà, pour le coup, voilà, je n'ai plus de titre, alors j'ai conservé mes titres, donc là j'ai voulu les conserver, puisque j'ai pas aimé en fait. Ce que j'ai pas aimé, c'est ici les prises et bénéfices ici qui se sont faites très rapidement. Donc moi j'ai vendu à 10, ma dernière ligne à 10,95. Donc je surveille le titre bien sûr de près. Donc je ne suis pas plus à l'achat ferme, hein, mais en tous les cas voilà, c'est une valeur hein, que j'affectionne beaucoup. Il y a un attrait spéculatif, etc., etc. Alors Vallourec, je suis toujours très positif sur la valeur, même si on a un pétrole donc qui est mal orienté, et on va dire que Vallourec suit un peu l'évolution du baril de pétrole, puisque quand on a un baril qui est haut, eh bien le marché se dit que les investissements pétroliers vont reprendre, etc., etc. En fait, le titre évolue à peu près en fonction du baril de pétrole, et puis en plus il y avait eu l'effet Trump hein, sur Vallourec, puisque Trump avait expliqué qu'il allait drill, etc., drill, baby, drill. Et puis en fait, c'est pas du tout le cas, puisque depuis que Trump est arrivé, eh bien, il y a des puits hein, qui ont été fermés aux États-Unis, puisqu'en fait, ils ne sont plus rentables du fait de la baisse du baril de pétrole. Donc Vallourec, le T1 sera en baisse, enfin le T1 est en baisse, le T2 pourrait être en baisse, donc les résultats, même 2025, hein, pourraient être en baisse, mais la société continue de générer enfin déjà elle s'est désendettée, donc un super boulot donc de Guillemot, donc le nouveau PDG, le PDG qui est arrivé il y a 2-3 ans, qui a permis à la société de se redresser fortement. Donc la société s'est vraiment désendettée, il y a un dividende qui procure un rendement autour des 8-9% de mémoire, donc c'est pas très cher. Mais après, voilà, il y a le très spéculatif avec ArcelorMittal qui est dans le capital. Donc on a fait une valeur de rendement, il y a une valeur pas très chère, mais c'est vrai qu'elle est quand même, elle dépend beaucoup de l'évolution du baril de pétrole. Mais c'est vraiment le genre de titre voilà, qui bouge pas trop. Et puis un beau matin, eh bien, on a une OPA sur Vallourec de la part de ArcelorMittal. Donc voilà, une belle valeur. Après, c'est vrai qu'il va falloir être patient. Et puis, il va falloir aussi avoir les reins solides, hein, puisque je vous dis, si le baril baisse, eh bien, alors c'est pas automatique, hein, mais on va dire que le titre, hein, là, il y avait de gros espoirs avec Trump, et puis finalement, eh bien, parce qu'en plus Vallourec était bien installé, aux États-Unis, hein, je crois, ils font plus de 50% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Et finalement de faux espoirs. Bon, en tous les cas, voilà, c'est un titre à suivre de près. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très cher. Mais là, d'un point de vue technique, bon, il n'y a pas vraiment de signal. En plus, on a un baril de pétrole qui est quand même pas très bien orienté. Donc voilà, j'attends d'avoir un meilleur point d'entrée. Alors j'ai une petite ligne. Hein. J'attends d'avoir un meilleur point d'entrée pour voilà, avoir même un signal technique,
pour pouvoir rentrer plus massivement sur le titre Vallourec. Mais en tous les cas, le titre Vallourec, c'est toujours un titre à suivre de près. Pull-Up. Alors Pull-Up, éditeur de jeux vidéo, Space Marine, etc. Un titre qui a fait un peu tournant-bourrique, qui se paye sur des... Alors on va regarder... Alors ça n'a pas été mis à jour ni chez Boursorama ni chez Zone Bourse. Donc on a eu un exercice record tiré donc par le succès mondial du jeu Space Marine. Je crois que de mémoire c'est 7 millions de joueurs. Mais c'est vrai que le marché se disait, avait des craintes concernant l'après Space Marine, comment la société allait négocier ça. Et finalement là aujourd'hui en fait la société a rassuré tout le monde, puisqu'elle a annoncé un T1 en croissance de 132%. Donc il y a un nouveau jeu, il y a des nouveaux jeux qui sont sortis qui ont tiré les ventes. Et puis en plus, on a un dividende de 1 euro par titre, ce qui procure au cours actuel, alors ce matin ça procurait un rendement de 5%, on était à 20 euros. Donc il procure un rendement autour des 4-5%. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine confiance de la part du management dans l'avenir, dans les perspectives de la société, même si effectivement le prochain exercice sera en baisse par rapport à cet exercice historique que vient de vivre Pull-Up, qui a permis un exercice historique grâce à Space Marine. Donc ça a permis à la société de fortement se désendetter. Donc là, ils vont verser un dividende. Donc voilà, une certaine sérénité, une certaine confiance chez Pull-Up. Et ça a été salué par le marché. Alors après, ce qu'on suivra, eh bien, par exemple, c'est la cassure des 24 euros. Donc, mais ça n'a pas été simple, parce que lorsque j'ai présenté le titre, alors c'était quand, on va regarder ça, c'était en décembre. Donc le succès du jeu Space Marine, donc on était, attendez, de toute façon on va le voir, je suis en train de regarder sur le graphique, on était à 19,8. 19,8. Après, regardez, il y a eu, pourtant les publications ont été en ligne, mais vraiment sans surprise. Là, je pense que le marché s'attendait à ce qu'on ait des relèvements de perspectives, ce genre de choses. On n'a pas eu ça à chaque fois. Et à chaque fois, les publications étaient vendues par le marché. Et là, donc le marché n'était pas surpris. Donc ça a été quand même poussif pendant plusieurs mois. J'ai été en moins-value parce que j'ai des titres, j'ai des titres Pull-Up. J'ai été en moins-value pendant pas mal de mois, mais j'étais, on va dire, positif, mais je me méfiais quand même parce que c'est vrai qu'on est sur un secteur de jeux vidéo qui est un peu sinistré. Il y a beaucoup d'acteurs qui souffrent. Et puis là, vraiment, aujourd'hui, la libération pour Pull-Up, plus 15, un dividende qui arrive et donc un nouveau départ pour le titre. Et on va regarder juste la config en étant, il faudrait casser ici. Là, on a un niveau ici. Donc là, si on casse les niveaux, eh bien, il faudra encore trader, acheter la cassure. Donc vraiment une très belle publication, une publication rassurante qui met tout le monde d'accord. Donc aujourd'hui sur Pull-Up, mais regardez, ça n'a pas été toujours facile puisque là, c'était le 4 décembre, c'était ici. Donc oui, j'avais allégé ici, j'ai pas mal bidouillé, etc. Et puis après j'ai acheté un peu dans la baisse, je me suis fait un peu piéger. Après là, je crois que j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que des petits trades à 3-4%, ce genre de choses. Et puis vraiment, là aujourd'hui, vraiment une séance, on va dire, très importante pour Pull-Up. Évolution AB. Donc sur cette valeur, j'ai eu pas mal de réussite parce que je connais pas mal de copains, tout ça, qui étaient à fond sur Évolution AB. C'est une belle valeur, mais c'est vrai que ce qui se passe, ça me fait penser un peu à Novo Nordisk. On est sur des valeurs à la mode qui ont eu des parcours assez incroyables. Et là, c'est vrai qu'on était revenu sur des valorisations très intéressantes déjà sur Évolution AB, mais à chaque fois qu'il y avait des déceptions, le titre allait encore plus bas. Donc il y a eu des enquêtes, il y a eu pas mal de choses qui ont impacté le titre. On a eu des déceptions au niveau de la croissance, une croissance moins forte que prévu, rentabilité moins forte que prévu, il y a eu des problèmes de réglementation, donc beaucoup de mauvaises nouvelles. Et à chaque fois, c'est vrai que le marché sanctionnait fortement le titre. Et puis quand on avait une bonne nouvelle, eh bien, elle était, on va dire, faiblement saluée par le marché. Et puis, après, on est sur les casinos. Donc c'est le leader des casinos en ligne. Ils ont révolutionné les casinos. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé, alors c'est un titre que je suivais de près, mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est lorsque le PDG a acheté pour 6 millions d'euros de titres. Je me suis dit, c'est peut-être là, alors ça correspond,
c'est là où je me suis intéressé. Enfin, c'est ici en fait. C'est là où je me suis intéressé à la valeur. En plus, on avait un gap baissier qui s'était formé lors d'une nouvelle déception. Et donc, c'est ce jour-là que j'ai présenté. Donc là, c'est le 16 juin. Et donc, eh bien, le 18 juin, eh bien, je présentais donc le titre Évolution. Donc, j'ai eu pas mal pas mal de réussite sur mon timing. Et donc ça me rappelle un peu Novo Nordisk. Novo Nordisk, pareil, c'est un peu la valeur à la mode, etc., pépite, etc., tout ce que vous voulez, mais attention sur ces valeurs-là qui sont suivies par les analystes du monde entier. Lorsque vous voyez qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont derrière, on a des mauvaises nouvelles qui sont fortement sanctionnées, que les bonnes nouvelles, eh bien, sont on va dire faiblement saluées par le marché, et que sachant que tout le monde la regarde, eh bien, il faut un signal fort. Même les publications n'a pas été, elle a été légèrement supérieure aux prévisions, mais elle n'est pas exceptionnelle. Mais en fait, le fait de seulement rassurer le marché, le fait de faire un peu mieux que prévu, et bien derrière, ça a rassuré le marché et le titre a grimpé. Et vraiment le signal, on a vu un gros signal avec donc cet achat du PDG. Donc aussi, là, j'ai eu pas mal de réussite donc sur le titre Évolution AB. Je continue avec les titres SFPI. Alors SFPI, j'ai des titres, donc vraiment il faut la suivre de près. J'ai pas fait grand chose dessus, j'ai pas fait de gros mouvements parce que je trouve que le titre déjà est encore pas cher et que j'attends mon heure pour éventuellement renforcer. Donc, alors on a eu un dividende de 8 centimes qui a été détaché, donc ça procure un rendement près de 3 et quelques %. Et pourquoi j'aime bien SFPI? Parce qu'en fait, la société pourrait profiter de la reprise du bâtiment, surtout qu'ils ont une division fenêtre, MAC, donc ils avaient pas mal plombé en 2024, ça devrait être un peu mieux en 2025, et ça derrière, ça devrait avoir un effet bénéfique sur la rentabilité de SFPI. Donc je suis encore à l'achat sur le titre SFPI, donc un titre que je surveille de près, que j'ai en portefeuille et que je pourrais renforcer. Alors IDI que j'ai présenté, c'est vraiment la société qui procure un rendement depuis sa cotation, enfin une perf moyenne de 9%, très très belle société de private equity. Que dire de plus, une valeur de fonds de portefeuille. Vetoquinol, c'est un titre que j'ai vendu lorsqu'on a eu un gros boost. Donc ça c'était le 21 mars, alors attendez, ouais c'est ça, j'ai présenté le 12 février, donc là ils ont vraiment rassuré tout le monde. Donc moi j'ai vendu toute ma ligne ici et je continue de suivre le titre de près parce que c'est pas très cher en fait sur le ratio VE sur RO. La société a de la trésorerie qui sont encore renforcées lors des résultats 2024. Donc je dis sur le ratio VE sur RO, c'est pas très cher, mais après le problème de Vetoquinol, alors le titre est retombé. Pourquoi? Eh bien parce que, alors là regardez l'évolution de la trésorerie, ça c'est quand vous voyez une société comme ça qui voit sa trésorerie augmenter de 60 millions, c'est plutôt bon, vraiment un titre value en fait, très intéressant, mais ce qui manque c'est la croissance. Et le titre donc était bien parti. Et pourquoi il est retombé? Eh bien parce que en fait le T1 a été en retrait et on s'est dit ça y est, Vetoquinol retombe un peu dans ses travers. On est sur un titre qui maintient sa rentabilité mais qui déçoit souvent au niveau de la croissance, au niveau du chiffre d'affaires. Donc c'est un peu le bémol de Vetoquinol, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Mais en tous les cas, là on voit que depuis, alors je n'ai plus de titre, j'ai vendu ici, mais là on voit qu'on a on a un beau trend. On a un beau trend et c'est vraiment un titre à suivre de près. Société familiale, je crois que c'est le 7e ou 8e laboratoire vétérinaire au monde. Et voilà, il manque le petit grain de la croissance qui pourrait faire décoller le titre beaucoup plus fortement. Vraiment un titre à suivre de très très près sur lequel je suis vraiment très positif et qui reste encore peu valorisé sur le ratio VE valeur d'entreprise sur résultat opérationnel. Alors Nexans, perte de 10%, alors là aussi ça a été poussif. Alors on est sur un des leaders, donc des câbles, etc. Et là on voit que, regardez, donc là la société publiera ses résultats semestriels. Alors pour le coup, là j'attendrai de voir la publication de ses résultats semestriels, voir si la société donc confirme ses perspectives. Mais en tous les cas, ce qui se passe sur Nexans, là je vois sur cette séance, la séance donc du 17 juillet, ça me plaît beaucoup avec une belle bougie. Avec une résistance qui a été cassée, donc mais voilà, je préfère attendre quand même là pour me faire un nouvel avis sur la société Nexans.
lors de la présentation donc, de ses résultats semestriels. Donc la société fera le point donc, sur la rentabilité dégagée sur le premier semestre et fera le point donc, sur ses perspectives pour la fin d'année, même si Nexans, de toute façon, c'est un des acteurs mondiaux de l'électrification. Et donc, elle est sur un marché vraiment porteur. Donc, la société Nexans, vraiment un titre à suivre de près. Donc, Fontaine-Pajot, donc c'est un titre, le nautisme de luxe qui a été présenté le 23 septembre. Donc, une perte de 10%, ce qui n'est pas exceptionnel. Mais quand on voit quand même l'état du secteur du nautisme avec Catana, Benetton, etc., et même quand on voit aussi en Italie, et bien finalement c'est une perf qui est pas si mal et en fait Fontaine-Pajot s'en tire beaucoup mieux que Catana, Benetton qui sont eux qui font face à une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Fontaine-Pajot résiste, ils ont eu un chiffre d'affaires qui n'a baissé que de 5% lors du premier semestre. Alors ils ont un exercice comptable un peu décalé, ils ont fait que moins 5 et puis ils ont même se sont même permis le luxe entre guillemets de publier un résultat net en haut de 13 millions. Et donc des résultats qui ont bien résisté et donc qui a permis au titre de surperformer alors que les Catana ou Benetton c'est vraiment la catastrophe et en plus ça donne pas envie d'acheter parce qu'en plus les titres ont fortement chuté et elles font face vraiment à des baisses du chiffre d'affaires. Catana on est sur du moins 25 depuis plusieurs trimestres. Un chiffre d'affaires qui baisse de 25%. Donc derrière, quand on a un chiffre d'affaires qui baisse de 25%, on a une rentabilité qui baisse un peu plus fortement. Et puis Benetton, c'est la catastrophe. Alors Benetton, je pense qu'ils ont atteint un point bas. Étant donné que là, il y avait pas mal de modèles, pas mal de fins de modèles, etc. Il y a de nouveaux modèles qui vont sortir. Et donc, ça devrait un peu relancer les ventes de Benetton. En tous les cas, Fontaine-Pajot, c'est le bon élève du secteur du nautisme. Et eux, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont sur le nautisme de luxe qui résiste beaucoup mieux. Alors que Catana, Benetton, on va dire, c'est sur les classes supérieures. Les classes sociales supérieures, avec des bateaux qui valent 300, 500 000. Là, Fontaine-Pajot, c'est beaucoup plus, donc ça résiste beaucoup mieux. Par contre, est-ce qu'on doit être acheteur du titre Fontaine-Pajot ? Ce que j'expliquais dans ma dernière newsletter, c'est qu'on a un titre Fontaine-Pajot avec une trésorerie qui couvre 60% la capitalisation boursière. Alors c'est sûr que dans cette trésorerie, il y a pas mal d'avances des clients. Sur le ratio VE sur RO, c'est vraiment pas cher, etc. Mais on est en face. Bon, la société fait un chiffre d'affaires. Alors là, on est sur les résultats, les derniers résultats. Donc ça se paye. Regardez sur les derniers résultats, ça se paye sur un PER de 5. Donc on est plutôt sur un PER de 8 en tenant compte des derniers résultats semestriels. Donc là, vous les voyez sous vos yeux, les résultats semestriels. Donc je vous montre Fontaine-Pajot. C'est vrai que depuis septembre, il s'est quand même passé beaucoup de choses. C'est vrai que le secteur du nautisme, il pourrait être impacté par les droits de douane. Mais malgré tout, regardez, donc là, c'est pour ça que le secteur a été un peu vendu. Il y a eu pas mal de titres vendus. En plus, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale qui avait eu lieu déjà l'année dernière. Donc le secteur du nautisme qui est quand même pas très bien orienté, qui souffre pas mal. Et malgré tout, regardez, donc Fontaine-Pajot, je voulais quand même vous montrer cette publication avec un chiffre d'affaires en légère baisse, qui passe de 165 à 156, un EBE qui passe de 30 millions à 25, ce qui est quand même pas si mal, un REX qui passe de 25 à 20, donc un REX qui baisse de 20%, mais qui résiste quand même, et puis surtout, regardez, avec derrière un RN qui est en croissance, qui passe de 13,5 à 15,3 tout à l'heure. Oui, je crois que j'ai un peu raconté des conneries. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le RNPG est en haut, c'est que la rentabilité, le résultat d'exploitation, le EBE, résiste pas mal. Alors, si on doit avoir un acteur du nautisme à avoir en portefeuille, ça peut être Fontaine-Pajot. Moi, je pense aussi à d'autres acteurs italiens. Benetton, Catana, pour l'instant, ça sert à rien, mais c'est pas très cher, Fontaine-Pajot. Après, vu que le secteur est mal orienté, est-ce qu'il faut avoir une grosse ligne ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faudra avoir une grosse ligne quand on aura un secteur mieux orienté, qu'on aura vraiment une dynamique de croissance, qui n'est pas encore le cas dans l'immédiat. Alors en Italie, ça va un peu mieux. J'ai vu qu'il y avait des Italiens qui s'en sortent mieux. Fontaine-Pajot s'en sort beaucoup mieux que Catana et Benetton, mais on a quand même un chiffre d'affaires en légère décroissance à 5%. En Italie, il y a certains acteurs qui font de la croissance.
Donc en France, hein, c'est clairement l'acteur, hein, le meilleur acteur du secteur du nautisme au 17 juillet. En plus, c'est pas très cher avec une trésorerie qui couvre, je vous dis, 60% de capitalisation boursière. Sword Group, donc je suis toujours positif hein, sur la valeur. On est en phase d'une belle valeur de croissance avec un T1, regardez, à plus 11,8. Le chiffre d'affaires semestriel hein, sera dévoilé hein, d'ici quelques jours. Comme expliqué lors de ma présentation, Jacques Mottard, donc le PDG, a pour objectif de doubler, de multiplier son chiffre d'affaires par 2,2 d'ici 2028. Donc là, il y a un document plan 2028 dans lequel aussi ils expliquent qu'ils travaillent beaucoup avec des institutions européennes, je crois que l'UNESCO, enfin voilà, il y a tout ce qui est à Bruxelles, et donc ils sont sur des secteurs de niche, au niveau informatique, cybersécurité, IA, etc., etc. Et ils ne sont plus présents en France, hein, donc leur chiffre d'affaires, hein, il est principalement réalisé au Benelux et en Grande-Bretagne. Mais je ne serais pas étonné en fait hein, qu'ils avaient quitté un peu le marché français, ils en avaient un peu marre. Et là, de ce que j'ai pu lire, je ne serais pas surpris en fait qu'ils reviennent via une petite acquisition en France. Donc à suivre de toute façon la société Sword Group. Par contre, voilà, c'est un titre pour les patients. C'est pas un titre qui est très très volatile. Et je crois que la société vise même une capitalisation de plus de 1 milliard d'ici 2028. Et s'ils arrivent à suivre leur plan de marche, hein, c'est tout à fait possible. Donc ça veut dire, regardez, on est sur une capitalisation aujourd'hui de 357 millions. Donc ça veut dire x3 grosso modo hein, d'ici 2028. Tout à fait possible. En plus, il y a une valeur de rendement, etc. etc. Donc vraiment un titre hein, à suivre de près hein, pour les prochains mois et prochaines années. Je continue avec les titres Capgemini, le leader, je crois que c'est le numéro 5 au niveau des SS2I ESN au monde, donc des marges, super niveau de marge au personnel autour des plus de 13%. Donc Capgemini, c'est un peu un paquebot. Là, je me suis mis en vue mensuelle. Hein, donc là, ils ont procédé à une acquisition qui a été mal comprise, pas très bien acceptée par le marché. En tous les cas, voilà, c'est une société à avoir en portefeuille pour le long terme. Le titre a pas mal baissé depuis le plus haut de l'année de l'exercice 2024. C'est vrai que la croissance chez les SS2I ESN ralentit fortement. Chez Sword Group, justement, ce n'est pas le cas. Sword Group, donc la société que j'ai présentée là juste auparavant. Chez Capgemini, c'est un peu plus poussif, hein, même d'ailleurs chez tous les acteurs classiques, c'est un peu plus poussif depuis un an. Là, il y a eu le Covid, forte croissance, forte hausse des marges, et maintenant il y a le contre-coup Covid. Donc là, on est sur une activité un peu en berne, même si au T1, eh bien, Capgemini a fait mieux que les autres leaders du secteur, les leaders mondiaux hein, du secteur des SS2I ESN. Zoom, j'ai pas changé d'avis en fait, hein, puisqu'on est vraiment en face d'une machine à cash. C'est pas très cher pour une tech américaine, et puis il y a toujours la très spéculative. On peut penser qu'à terme, eh bien, la société pourrait se faire racheter. Alors Sodexo, pardon, donc c'est le leader de la restauration collective. Enfin, un des leaders, c'est le numéro 2 derrière Compass. Compass, donc c'est un Britannique. C'est vrai que la société déçoit depuis pas mal de temps, pas mal de profit warning, etc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont dans les cours de bourse. Le T3 a été, on va dire, en ligne, même un peu supérieur aux attentes. Mais le marché l'a un peu salé dans un premier temps, c'est ici. Et puis après, le titre est retombé. Donc on est sur une grosse zone de support. Et je trouve que le marché est vraiment sévère avec Sodexo. Puisque là, maintenant, Sodexo, on est en face d'une valorisation historiquement basse hein, chez Sodexo. Sodexo, moi j'ai connu cette société qui se payait sur des PER autour des 16, 18, 20. Maintenant, on est sur un PER de 10, 11. Donc, je trouve que le marché est un peu sévère, un peu complaisant avec Compass. C'est vrai, Compass, donc on a des meilleures marges. La société n'a pas déçu, mais Compass, c'est un PER de 26 fois. Sodexo, on est autour de 10, 11. Entre les deux, ça serait plutôt Sodexo, mais pour l'instant, eh bien, on voit que c'est quand même poussif, parce que même si le T3 a été en ligne, eh bien, on voit que le titre a du mal. Donc, je pense qu'il faut être vigilant. Là, sur le papier, c'est vraiment pas cher, mais pour l'instant, eh bien, il faut quand même suivre le graphique. Moi, j'ai allégé sur les 51.
ouais, 51,90, hein, quelque chose comme ça. Il me reste, j'avais quoi? J'avais à peu près ouais, 60 000 euros de Sodexo. J'ai allégé de 60%. Donc j'en ai encore, mais par contre, ce que je ferai, eh bien, c'est que je solderai, hein, si on se casse en clôture, les 50 euros. Donc je trouve que le marché est sévère, mais pour l'instant, le marché ne veut pas me donner raison. Donc à suivre, hein, le titre Sodexo. Puis après, c'est vrai qu'une fois que j'ai dit ça, quel est le catalyseur qui pourrait faire rebondir le titre Sodexo? Bah écoutez, je ne vois pas. Alors peut-être des brokers qui se mettraient de nouveau à revaloriser Sodexo en expliquant qu'ils sont peut-être allés un peu trop loin, que le marché est un peu trop sévère. Mais c'est vrai qu'au niveau des catalyseurs, le T4 devrait être à peu près dans la même lignée. Donc c'est pas cher, la config est donc c'est historiquement pas cher, la config est pas terrible. Donc voilà, il y a des éléments positifs dans le fait de se dire que c'est pas cher, mais après la config, on peut pas dire que ça, on n'est pas sur une config de retournement. Il faudrait vraiment qu'on ait là, une bougie là qui repart de l'avant, on n'y est pas encore. On voit que ça consolide, ça se stabilise. Et puis surtout, il n'y a pas trop de catalyseurs, c'est là où qui m'embête un peu, c'est que je ne vois pas trop de catalyseurs qui pourraient faire rebondir le titre. Mais donc je conserve ma ligne Sodexo tant que le titre ne casse pas les 50 en clôture. Ipsos, alors publiera ses résultats semestriels la semaine prochaine. Alors attention avec Ipsos, alors le T1 n'a pas été terrible. Donc la société a néanmoins maintenu ses objectifs, ses perspectives. Donc là, regardez, un T1 à moins 1,8. Le T2, avec ces histoires de droits de douane, de géopolitique un peu compliquées, j'attends de voir. Hein, mais voilà, je ne serais pas surpris que le T2 ait été compliqué, hein, pour Ipsos. Après, ce que j'aime bien chez Ipsos, c'est bien regarder, c'est la valorisation, parce que ça se paye moins de 10 fois les profits probablement 2025. Et dans 2025, même si on est un peu en baisse, parce que c'est vrai que certes la société avait un peu du mal au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires. À chaque fois, par contre, elle est parvenue sur le dernier exercice à maintenir son niveau de marge opérationnelle. Donc on peut penser que même si le chiffre d'affaires n'est pas très bien orienté au T1, T2, eh bien le niveau de marge va être préservé. Donc c'est ce qui est bien. Et derrière, eh bien, ça te donne une valorisation, on va dire, plutôt faible, hein, autour d'un PER de 10. Mais après, voilà, on va voir, hein, je suis curieux de voir un peu ce que la société nous réserve lors de la publication de ses résultats semestriels, parce que s'ils nous font un profit warning, eh bien malgré tout, même si on a une valorisation comme ça qui apparaît vraiment faible, si la société remet un peu en cause ses perspectives, eh bien le titre sera néanmoins vendu. Donc sur le papier, c'est pas cher, mais donc ce qu'il faudra suivre de près chez Ipsos, eh bien c'est la publication donc des résultats semestriels. Et d'un point de vue technique, on voit, regardez, là ça bouge pas trop. Là on voit que le titre il est un peu en train de glisser, là il se passe pas grand chose. Donc voilà, on voit que le titre vivote, hein, voilà, il est légèrement baissier. Donc à suivre la semaine prochaine la publication donc d'Ipsos. Infotel, alors Infotel donc a publié son T1 en baisse autour des -3, -4. Alors Infotel, c'est pas une société, c'est une ESN SS2I. C'est pas une société qui est réputée, hein, pour faire de la croissance. C'est un peu comme Betoquinol, un peu, on va dire, c'est un peu le Betoquinol de la SS2I, Infotel, avec une trésorerie, avec une belle trésorerie, avec un ratio VE-RO qui est faible, hein, qui est un des plus faibles de la cote parisienne. Donc moi, c'est un titre que j'ai en portefeuille, que je garde précieusement en fond de portefeuille. Il y a un attrait spéculatif, je pense, avec des dirigeants qui ont 76-78 ans. Alors attention, l'attrait spéculatif, l'OPA sur Infotel, ça fait des années que j'en entends parler, hein, mais bon, vu le nombre de sociétés, hein, qui quittent la cote, qui se font racheter dans le secteur de l'informatique, il y a quand même de fortes chances qu'à terme Infotel se fasse racheter. Et puis donc si ça se fait racheter, ça pourrait valoir beaucoup plus cher, hein, puisque là on a 38. Franchement, un rachat à 60 €, parce que là on est sur un VE-RO, valeur d'entreprise sur résultat personnel, de 7. Il y a des sociétés se font racheter, donc on a encore vu la SQLI, Group Open, S2I, on est sur des VE-RO autour des 12-13. Donc là, on est sur un BE de 7, donc il y a du potentiel en cas de rachat. Après ce rachat, ça fait longtemps que tout le monde l'attend, enfin moi, non, en fait, ça fait pas si longtemps que je m'intéresse à la société, mais je trouve qu'au niveau de la valo, maintenant, je trouve que ça devient vraiment intéressant.
Il y a un dividende, hein, ils ont délivré un dividende de 2 euros, donc ce qui procure un rendement de 5%. Alors le dividende il a été détaché, hein, donc il faudra attendre l'année prochaine pour bénéficier de ce dividende. Il y a un bon free cash flow, il y a un certain dynamisme de la partie logicielle bon, qui représente que 5% de chiffre d'affaires. Bon voilà, c'est pas mal. Il n'y a pas de croissance, c'est un peu le gros bémol. Mais je trouve que voilà, en fond de portefeuille, essayez d'acheter. Si le titre par exemple, regardez, là, revient sur les 35, eh bien on est peut-être en face d'un excès baissier, mais par contre avec un fauteuil, il ne faut pas s'attendre à de la croissance. Là, le T2, je pense qu'il sera encore en baisse. La société avait annoncé qu'elle attendait une reprise de croissance au S2 sur le deuxième semestre. Ben, on verra, on n'y est pas encore. Hein. Ils avaient déjà annoncé ça l'année dernière. En tous les cas, voilà, moi c'est un titre que j'aime bien, mais qui peut ne rien faire pendant encore un an, et puis un beau jour peut-être OPA. Donc voilà, c'est un titre pour les patients, mais que je vais suivre, hein, que j'ai toujours en portefeuille. Bah, Gerbet, alors Gerbet pour le coup, là je me suis bien planté. Et en même temps, les dirigeants se sont bien plantés, et ça fait quand même pas mal de fois qu'ils se plantent, hein, ces dirigeants. Puisque Gerbet, alors Gerbet, je vais vous montrer, Gerbet n'arrête pas de décevoir. On avait un nouveau produit qui était sorti, on pensait que ça serait un relais de croissance, et finalement, non, il y a la France qui pose problème, il y a des circuits d'approvisionnement qui ont changé, et ça vient au niveau de leurs produits de contraste, hein, les produits de contraste de Gerbet. Enfin, Gerbet, c'est un des leaders mondiaux dans les produits de contraste. Et avant, on achetait les produits de contraste dans les pharmacies. Maintenant, on les achète en gros. C'est les radiologues qui achètent leurs produits. Et du coup, il y a un manque à gagner, hein, pour Gerbet. Alors, ils avaient un nouveau produit qui nécessite moins de produits radioactifs. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du nouveau produit, mais ça devait être un relais de croissance. Et finalement, là, la société, finalement, alors, il y a eu 2024 qui était pas mal. Mais en 2025, ça sera encore une année de transition. Donc les années de transition, j'en ai un peu marre aussi avec Gerbet. Donc on nous baratine pas mal. Je vais vous montrer les graphiques. Hein. On passe par des moments d'euphorie sur Gerbet, puis après de déception. Donc voilà, ça alterne, hein, des moments où en fait la société, si elle tient ses promesses, elle n'est pas chère. Et puis par contre, quand elle fait de la décroissance, c'est un peu pénible, on s'y attendait plus, et puis surtout il y a l'endettement qui est quand même relativement élevé et qui devait fortement diminuer en 2024, et finalement, alors je crois de mémoire, je crois qu'il a un peu diminué, ou c'est peut-être un peu accru. En tout cas, voilà, au niveau de l'endettement, alors attention, il n'y a pas de s'inquiéter, parce qu'il y a un EBITDA qui est assez important. Là, je vous montre le T1. Regardez, on s'attendait à un chiffre d'affaires en hausse en 2025, et là, regardez, dès le T1, moins 7,1, donc ça calme tout de suite, donc c'est pour ça que le titre est retombé. Alors moi, de toute façon, là aussi, quand j'avais recommandé, entre guillemets, le titre, quand j'avais parlé du titre, moi je tenais compte du fait que la société tiendrait ses promesses, mais vu qu'elle n'a pas tenu ses promesses, en fait, moi j'avais des titres aussi, donc là je me suis retrouvé piégé. Alors heureusement, j'avais pas une grosse ligne, donc j'ai tout soldé. J'avais fait des belles perfs précédemment dessus, mais par contre, je me suis fait avoir par la dernière vague. Donc voilà, c'est une société qui déçoit beaucoup, je pense qu'il y a un problème au niveau du management, parce que voilà, faudrait vraiment, au niveau de la dette, etc., structure de la dette, il y a des choses à faire pour que la société paye moins de dette, parce qu'il y a un coût de la dette qui pèse pas mal sur la rentabilité de Gerbet. Donc peut mieux faire. Je pense que c'est une société qui a des produits, hein, qui ont un plus, hein, les produits de contraste, hein, pour les IRM, pour les radios, etc. Peut mieux faire, mais donc un coût de la dette, regardez le coût de la dette là qui vient plomber fortement le résultat opérationnel. Donc là, voilà, il y a une dette. Alors justement, je voulais voir un peu l'évolution de la dette. Ouais, la dette a un peu diminué, donc la dette à peu près 394. Ouais, elle est à peu près, elle a un peu même augmenté. Alors qu'on nous avait promis donc un free cash flow positif. Là, finalement, donc une déception concernant l'évolution de la situation financière de Gerbet. 2025 qui s'annonce pas terrible avec un T1, je viens de vous montrer. Donc la société va publier son T2 la semaine prochaine. Donc là, moi de toute façon, je suis négatif maintenant sur Gerbet. Mais je me dis qu'il suffit de pas grand-chose, hein, pour relancer le titre. Donc on va voir un peu au T2 ce qu'ils vont nous annoncer. Bon, je crois qu'ils nous ont dit qu'au mieux, le chiffre d'affaires semestriel sera à l'équilibre, au mieux. Donc à mon avis, quand ils disent ça, il faut s'attendre plutôt à aller à un T2 qui sera peut-être à -3, -2, -3. Et à s'attendre à un chiffre d'affaires semestriel en baisse. Mais en tous les cas, voilà, autant j'étais positif en
décembre, et bien peu de temps après, je suis devenu négatif du fait donc de déception sur la rentabilité, sur le free cash flow, sur les données publiées par Gerbet. Donc pour le coup, là aussi finalement, je suis sorti bien avant les moins 15 sur le titre. MGI Digital, alors MGI Digital, donc il sort d'un exercice 2024 exceptionnel, mais en fait qui a bénéficié de charges, enfin qui a bénéficié d'effets de produits exceptionnels. 2025, alors donc on était sur une valorisation historiquement bas en tenant compte justement de ces produits exceptionnels sur MGI. D'accord. Et 2025, là on n'a pas beaucoup de visibilité. Alors bien sûr, ma thèse d'investissement c'était l'OPA sur MGI. On a même eu maintenant un des anciens de Konica Minolta, donc qui est dans le capital de MGI, qui est maintenant devenu le DG. Donc Konica est maintenant partout. MGI réalise une grosse partie de son chiffre d'affaires avec Konica. Donc on peut penser que le Konica va finir par les racheter, mais finalement il pousse ses pions un peu partout. Mais je me dis que s'il l'avait fait, peut-être qu'il l'aurait fait depuis longtemps. Donc là, je ne sais pas, là, par rapport à la très spéculative, regardez, donc 2024, je ne sais plus en fait. Là, je doute un peu par rapport à cette société, pourtant je l'ai encore en portefeuille. Je doute un peu parce que ma thèse de l'OPA, eh bien, elle tarde beaucoup, et puis surtout, le marché n'a pas l'air d'y croire. Ce que je voulais vous montrer, donc 2024, un exercice exceptionnel à regarder avec un REX qui est fort, avec un RN qui est très très fort aussi, qui a été boosté donc par des produits exceptionnels, des ventes de licences, etc. Il y a eu aussi des violations de brevets, derrière ils ont touché de l'argent, enfin qui a gonflé leur RN, leur résultat net. Au niveau de la situation financière, c'est bien. En fait, là, sur le papier, regardez, c'est parfait avec une trésorerie de 35 millions. Donc, ça fait une trésorerie nette de dette de 23 millions. Mais il y a des interrogations concernant 2025. 2025 sera moins bon, ça c'est sûr, parce que je vous dis que comme 2024, il y avait eu de l'exceptionnel, 2025 ça va être moins bon, il y a un effet de base défavorable. Mais après, voilà, alors peut-être qu'on aura un RN autour des 8 millions, parce que là, vraiment, là, regardez, ça se paye, on est sur une valorisation historiquement, basse, mais bon, qui a bénéficié, je le répète, de produits exceptionnels. Maintenant, sur une année, on va dire classique, ils sont peut-être capables de dégager un peu un résultat net de 8 millions, donc ça se paye sur un PER de 10, ce qui est vraiment pas cher, mais le marché n'en veut pas. Donc, et puis il y a quand même une pression vendeuse, alors il y a la très spéculative, alors peut-être que je dis ça, il y aura un opéra bientôt, mais c'est vrai que je doute un peu sur cette valeur, pourtant quand je regarde, là, ça faisait longtemps, j'avais pas, enfin longtemps, ça faisait peut-être, je me souvenais plus que le PER était aussi faible. Mais voilà, je vous dis, il y a des interrogations concernant. Alors, le premier semestre, on sait qu'il a été bon. Le deuxième semestre, on ne sait pas vraiment parce que la société a dit qu'elle pourrait être impactée par les droits de douane. Donc voilà, pour 2025, on est un peu dans le flou. Au niveau valorisation, c'est quand même assez faiblement valorisé parce que bon, je pense qu'ils sont capables de dégager un RN entre 7,5 et 8. Donc, s'ils nous donnent un PER autour des 10-11, ce qui est vraiment faiblement valorisé. En VE sur RO, c'est pareil. Regardez, avec cette trésorerie de 23 millions qui couvre presque le quart de la capitalisation boursière. Donc voilà, c'est pas cher, mais le marché n'est pas convaincu. Donc j'ai une belle ligne dessus, mais j'attends d'avoir un signal technique pour renforcer. Et qu'est-ce que je voulais dire dessus? Et puis peut-être que finalement, il y a la très spéculative, peut-être qu'on le rachat de Konica, peut-être qu'on ne l'aura jamais. D'un point de vue technique, il n'y a pas vraiment, on voit que le titre il est un peu en sommeil. On peut prolonger cette oblique ici. Donc attention de ne pas casser cette oblique parce qu'après on aurait l'objectif donc des 12,8, 12,7, voire après donc les 11,6. Alors ce qui serait complètement incroyable étant donné que les résultats ont été exceptionnels et que le niveau de trésorerie est aussi exceptionnel. Et puis après c'est vrai il y a aussi un truc qui a déçu chez MGI, c'est l'Alpha Jet, ils n'en ont toujours pas vendu. Donc visiblement ça ne sera pas encore pour 2025, peut-être 2026. Donc voilà, il y a pas mal de déceptions, on est un peu dans le flou. Et aussi il n'y a pas beaucoup de communication de la part de la société. Donc voilà, je trouve que c'est pas cher. Après, est-ce que je dirais à quelqu'un, est-ce que tu peux acheter à l'achat fort? Je dirais, c'est pas très cher quand même. Peut-être achète une petite ligne au cas où, parce que pour l'instant, c'est pas cher. Mais après, ce qui se passe, voilà, fait que ce qui se passe en ce moment avec le cours de bourse me fait un peu douter. Je n'ai pas peur voilà, des fois on doute sur certains investissements. Il n'y a aucun problème. Mais quand je regarde les chiffres, à chaque fois, ça me rassure.
Donc MGI, je suis toujours positif, mais c'est vrai que je le suis moins que lorsque j'avais présenté le titre. Le 16 octobre. Donc le 16 octobre, le titre était un peu plus haut et pourtant à l'époque j'étais beaucoup plus positif. Donc, mais en tous les cas, un titre à suivre de près, à ne pas enterrer trop vite, hein, le titre MGI Digital. Donc ils font des systèmes d'impression numérique, hein. C'est vrai que je ne parle pas du métier à chaque fois. Voilà pour MGI. Guillemot, alors Guillemot, c'est ce que j'expliquais en tout début. Le fait de parler de titres, à l'instant T, on est à fond. C'était ici. Voilà, j'étais. C'était ici. Alors attendez, on va regarder. 7 octobre. 7 octobre. Donc c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à une publication aussi bonne chez. Donc le 7 octobre. Ah oui, c'est vrai, parce que moi, j'avais recommandé déjà auprès de mes clients. Ça me revient. J'avais recommandé, là. J'avais recommandé lors de la publication des résultats semestriels, et d'ailleurs j'avais initié une ligne à l'ouverture en fait. J'avais initié une ligne, je n'avais pas été très bien servi, je me souviens. Après le titre avait pas mal tergiversé autour des 6 €, 5,80, etc. Donc là je m'étais construit une belle ligne. Et moi après j'ai recommandé le titre le 7 octobre. D'accord, mais j'ai recommandé parce que même le 7 octobre, je trouvais que le titre avait encore du potentiel. Parce que même il venait de passer de 5 à 6,30, mais je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de potentiel. Donc je l'ai recommandé ici. Après le titre a un peu poussé, puis après regardez, donc c'est allé. Hein, il y a eu je crois que c'est là, je crois que le T3 n'a pas été bon. Il avait été, on va dire, pas trop fortement sanctionné, donc ça m'avait fait un peu douter, donc j'avais un peu allégé. Et puis après là, je crois que j'ai allégé sur la poussée. Et puis après là, cette grosse gamelle du titre, en fait, on est passé d'une valeur ici, qui était une valeur de recovery, qui avait retrouvé le chemin de la croissance, qui avait dégagé une rentabilité, qui avait redressé sa rentabilité. On passe d'une société un peu en train de renaître à une société finalement qui retombe dans ses travers ici, puisque là donc tout allait bien. Tout allait bien pendant plusieurs mois. Et puis en fait ici, donc le T4 en retrait, 2025 il sera pas terrible. Et là le titre perd 20%. Et pour le coup, cette baisse de 20% était totalement justifiée. Parce qu'en fait, on peut même se dire, en plus il y avait très spéculatif, il y avait les frères Guillemot achetaient des titres, tout le monde se disait ça y est, avec Ubisoft, ils vont sortir Guillemot de la cote. Enfin, il y avait toutes ces rumeurs. Et le retour à la réalité, et là il me restait une toute petite ligne, mais genre, je sais plus, 400 titres, quelque chose comme ça, alors qu'avant j'en avais plusieurs milliers. Et là j'ai vendu le reste de ma ligne. Et qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Et puis après, donc le titre est retombé, donc après la gamelle du titre est totalement justifiée. Donc je ne suis plus à l'achat sur Guillemot. Techniquement parlant, on voit quand même que ça s'est bien stabilisé là sur les 4,6, 4,8. Ça c'est pas mal, c'est intéressant. Alors après, est-ce qu'on peut essayer de tenter à titre de trading, à titre spéculatif en fait, hein, pas d'un point de vue fondamental, c'est de trader la sortie d'Orange par le haut. Mais d'un point de vue fondamental, pour moi, il n'y a pas du tout, il y a le temps pour s'intéresser à la société Guillemot. Moi, ce que je vais attendre maintenant, c'est un retour de la croissance, retour de la rentabilité, quoi. Voilà, un retour d'une belle rentabilité. Tout ce qu'elle avait annoncé ici. Donc ça presse pas. Et puis même en fait, je n'ai même pas envie d'aller plus vite que le marché. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais attendre. Et lorsque la société publiera publiera de bons résultats, eh bien, je préfère acheter à plus 10 ou plus 15 que d'acheter une éventuelle bonne publication qui pourrait encore décevoir. Donc voilà, je préfère attendre de voir comment le titre Guillemot va évoluer. Mais là, pour l'instant, moi, je suis à l'écart. Après, il y a peut-être l'attrait spéculatif, le retrait de la cote possible, etc. Tout ce que vous voulez. Situation financière à l'SN, etc. Mais là, au vu des derniers résultats, au vu même de l'évolution de l'activité de Guillemot qui est à la baisse, franchement, pour moi, je n'ai pas envie d'acheter du Guillemot. Donc voilà pour le point Guillemot. Et puis le point Claranova. Alors Claranova, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, brièvement, au tout début de la vidéo, Claranova, c'est un de mes plus... j'ai fait de belles perfs dessus, là.
sur Claranova donc en 2025, et là donc c'est l'annonce de la session, c'est l'annonce en fait qu'ils sont en train de discuter de la session sur Planète Art, etc. Donc moi là je fais des trades ici, là ici aussi je fais beaucoup de trades ici, et puis c'est vrai que donc c'est un titre qui me rapporte, je gagne pas mal dessus, beaucoup même, et après c'est ici en fait que je recommande le titre au plus haut. Alors peut-être que mon erreur elle est là, c'est que, alors pourquoi je le recommandais là ici sur ces niveaux là? La session va permettre à Claranova de se désendetter, et puis surtout après donc Claranova va devenir un pur player dans l'édition de logiciels avec AvantQuest. My Devices qui représentait que quelques millions d'euros va être vendu. Donc après il se ressent vraiment sur l'édition de logiciels. Donc de mémoire on est sur un résultat personnel autour des 31 millions pour AvantQuest. Alors c'est ici. Donc moi mon pari c'était en fait donc le fait de se recentrer sur l'édition de logiciels, il se désendette à mort, et donc derrière, eh bien, le ratio valeur d'entreprise sur résultat personnel, eh bien, était très faible. Et là où je me suis un peu trompé, c'est dans le montant de la, enfin, c'est sur la situation financière post-session. Enfin, moi, il y a pas mal d'autres personnes d'analyse qui se sont trompées aussi, enfin, qui s'attendaient à mieux, on va dire, puisque finalement, il y a de la dette qui va rester, donc il y a 50 millions de dettes qui restent, il y a 10 millions qui est passé sous séquestre qui vont récupérer plus tard, et finalement, bon, on a un peu de dette, mais finalement, le ratio valeur d'entreprise, donc c'est la CAPI plus, alors la CAPI 148 millions plus là la dette, oui, plus la dette moins le free cash flow, etc., plus ça et ça, voilà, qui vont récupérer, donc ça donnait une valeur d'entreprise de 166 millions. Et par contre, et maintenant, donc suite à la chute du titre, et bien maintenant la société se paye sur un PER de, enfin non, se paye sur un ratio, pardon, VE sur RO de 5,9, et là je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Donc là vraiment, je suis positif sur la valeur AvantQuest. Alors le marché pour l'instant ne me donne pas raison, puisque regardez, le titre a beaucoup baissé. Je pense qu'il y a des dirigeants qui sont quand même pas mal été refroidis par l'ancien management. Maintenant on est sur un nouveau management, donc ça va mieux, mais je pense que les fonds attendent vraiment donc de voir peut-être, parce que là c'est vrai que j'ai peut-être un peu trop anticipé. En tout cas la dette va fortement, elle est en forte baisse, ça c'est sûr, mais peut-être que je suis allé, peut-être que certains fonds vont attendre de voir la société. Alors pourtant ils ont fait un plan, ils ont fait un nouveau plan, etc., qui était qui apparaissait pas mal, mais je pense qu'il y a, voilà, le marché n'est pas encore convaincu, il attend de voir des preuves aussi, enfin de voir un peu aussi le niveau de rentabilité sur le deuxième semestre. Ça sera peut-être à ce moment-là, lorsque la rentabilité sur le deuxième semestre sera dévoilée et qu'on verra le périmètre seul avec AvantQuest, donc on verra la génération de cash qui a été effectuée par AvantQuest. Ça sera peut-être à ce moment-là que le titre va être redécouvert. C'est vrai que là, je n'ai pas compris en fait cette baisse. Alors effectivement, la situation financière post-session est un peu décevante. On pourrait s'attendre à mieux, mais c'est pas non plus catastrophique de loin. Mais c'est vrai que là, on s'attendait à une trésorerie nette de dette à zéro. Là, on est plutôt à moins 30, moins 20, moins 30. C'est un peu moins bon que prévu, mais en tous les cas, c'est pour moi, ça ne méritait pas, pardon, une telle correction. Donc voilà, je suis toujours positif sur AvantQuest et je surveille le titre, je le trade, je fais des excès baissiers, etc., etc. Mais c'est vrai que là, donc belle plus-value, et là, donc il y a une partie de ma plus-value qui a été rebouffée. Mais je suis assez positif donc pour retrouver le montant de mes plus-values là qui ont été un petit peu digérées, enfin ont été un peu avalées ici. Donc voilà, je suis positif sur Claranova. Donc voilà, j'en ai fini avec ce point sur toutes les recommandations des titres que j'ai pu faire sur BFM Business depuis le 16 septembre. Donc comme je vous disais, c'est vrai, une recommandation en septembre, il se passe tellement de choses. Là, on est le 17 juillet, donc en l'espace de 9 mois, on ne peut pas toujours être positif sur un titre, même s'il y a des titres qui sont vraiment excellents. S'ils ont trop monté, à un moment, on ne peut plus, en tout cas moi je ne peux plus être à l'achat ferme. Je préfère attendre, voilà, patienter le titre redonne un peu de terrain. Donc il y a pas mal de titres du secteur de la défense, justement, où là, sur lesquels je suis plus trop positif, même si j'aime bien Lumibird, enfin plus positif, je suis positif sur ces valeurs-là, mais je trouve qu'à court terme, les titres ont besoin un peu de digérer, de respirer, de digérer leur hausse et de respirer un peu. Et puis voilà, je crois avoir traité tous les titres. Donc voilà, après, ce ne sont que mes opinions. Que dire de plus? Et puis surtout, voilà, ce que j'ai présenté, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt par rapport à tout ce que je peux faire dans mes newsletters, par rapport à la top list, etc. Je présente beaucoup, enfin, je suis à l'achat sur plein de titres qui sont
qui sont beaucoup moins connus ou que je ne pourrais jamais présenter sur BFM Business. Donc là, c'est vraiment un petit aperçu des valeurs que je suis, que je trouve peu valorisées. Par exemple, Aiko ou HF Compagnie. Voilà, je n'aurais jamais pu présenter ces sociétés, ou Adux qui se payait sur un PER de 3. Le titre a doublé en l'espace de quelques semaines. Voilà, c'était le genre de valeur que je recherche. Donc j'ai d'autres valeurs comme ça en réserve dans mon portefeuille et dans ma tête et dans mes newsletters. J'ai aussi des valeurs italiennes que j'ai repérées qui sont pas très chères. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit aperçu des valeurs que je trouve intéressantes. Et puis voilà, c'est une grosse vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Là, je vous montre des pages de vente si ça vous intéresse. Et puis voilà, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, vous intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses. Je suis peut-être allé un peu trop vite sur certains aspects, mais c'est vrai que si je voulais traiter 34 titres fondamentalement et techniquement, c'était plutôt une vidéo de 4 heures. Alors après, pour avoir les titres en détail qui sont traités, eh bien ça aussi je le fais dans mes newsletters vidéo chaque week-end où je m'attarde sur des titres. J'explique pourquoi ce titre-là est décoté ou celui-là, pourquoi je ne veux pas l'acheter. Donc voilà, pour aller plus loin dans le fondamental et dans le technique, eh bien, il y a mes offres, mes newsletters, mes formations, etc. Je vous dis à bientôt. Et puis, pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, eh bien, je vous souhaite des bonnes vacances. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.